Dans cette séquence, nous allons aborder les forces évolutives qui sont à l'origine de la biodiversité. Nous aborderons successivement le concept de sélection naturelle, la dérive génétique et les mécanismes de la spéciation. Abordons dans un premier temps le concept de sélection naturelle. L'exemple le plus connu pour comprendre la sélection naturelle est celui de la phalène du bouleau. Sur cette photographie, on peut distinguer les deux phénotypes de phalène. La phalène peu visible à gauche possède un phénotype sombre ou noir qualifié de carbonaria, qui est dû à un allèle que l'on va appeler petit c. La phalène visible à droite présente un phénotype clair ou blanc appelé typica, qui est dû à un allèle que l'on va appeler grand C. On étudie maintenant la répartition géographique de ces deux types de phalènes en Angleterre. On constate une répartition inégale des formes carbonaria en noir et typica en blanc. Les formes carbonaria noires se trouvent surtout dans les régions industrielles fortement peuplées, alors que les formes typica blanches se trouvent dans les campagnes. Si on s'intéresse à l'évolution de la fréquence des phénotypes noirs et blancs dans la région polluée de Manchester, c'est-à-dire finalement si on s'intéresse à la fréquence des allèles petit c et grand C, on constate une diminution rapide de l'allèle grand C, c'est-à-dire des phalènes blanches, et une augmentation de l'allèle petit c, donc des phalènes noires. On peut donc affirmer que dans la région de Manchester, les phalènes noires sont favorisées par rapport aux phalènes blanches, ce qui explique qu'elles vont enrichir la population jusqu'à devenir les seules survivantes. Comment peut-on expliquer cela? On s'intéresse ici aux phalènes blanches possédant l'allèle grand C. En campagne, les troncs des bouleaux sur lesquels les phalènes se posent sont blancs mouchetés, comme le corps et les ailes de la phalène. On peut dire que l'allèle grand C responsable de ce phénotype clair favorise les phalènes en campagne, car les phalènes sont bien camouflées. En revanche, au cœur d'une ville polluée comme Manchester, les troncs des bouleaux sont recouverts de suie. La phalène blanche qui s'y pose n'est plus du tout camouflée, mais elle est au contraire très visible et va se faire manger par les oiseaux qui sont ses prédateurs. L'allèle grand C est donc défavorable dans les villes polluées. On peut donc résumer le concept évolutif connu sous le nom de sélection naturelle. Dans un milieu donné, les individus les mieux adaptés survivent mieux, se reproduisent davantage et enrichissent les populations. Dans un milieu où la pression sélective est forte, on peut même voir disparaître complètement certains individus. On peut noter au passage une erreur souvent commise lorsqu'on parle de sélection naturelle. Il est faux de dire que les individus vont s'adapter pour survivre. En effet, cette adaptation est le résultat du hasard. Certaines mutations qui apparaissent au hasard vont conférer soit un avantage, soit un inconvénient, soit rester neutre. Abordons maintenant la dérive génétique. Dans les populations, les allèles d'un gène sont soumis à des variations de leur fréquence. Certains allèles peuvent devenir plus fréquents au cours des générations successives, alors que d'autres vont devenir moins fréquents. Certains allèles peuvent même disparaître. La variation de la fréquence allélique est aléatoire, mais elle est d'autant plus prononcée que l'effectif de la population est faible. C'est ce que l'on va démontrer maintenant. On étudie ici l'effet de la dérive génétique de deux allèles A1 et A2 dans le cadre d'une population d'effectifs faibles, fixée ici à 400 individus. On s'aperçoit qu'en l'absence de pression de sélection particulière, la fréquence de l'allèle A1 augmente jusqu'à être fixée, c'est-à-dire égale à 100%, alors que celle de l'allèle A2 diminue jusqu'à devenir nulle, c'est-à-dire qu'il y a disparition de l'allèle A2. Dans ce deuxième exemple, on paramètre le logiciel de simulation de la dérive génétique sur un effectif infini de population, et on constate que les fréquences alléliques ne varient pas, ce qui confirme que les populations de grand effectif sont peu soumises à la dérive génétique. Nous allons aborder maintenant les conditions de la spéciation, c'est-à-dire de l'apparition de nouvelles espèces. On étudie un premier exemple chez un papillon du genre Zerinthia. Il existe deux espèces différentes qui ne sont pas interfécondes, malgré leur très grande ressemblance. Il s'agit des espèces Cassandra à gauche et Polyxena à droite. Actuellement, les aires de répartition géographique de ces deux espèces ne sont pas les mêmes,
alors qu'on considère qu'il y a très longtemps, une espèce ancestrale unique de Zerinthia occupait tout le territoire. Pendant les glaciations du Quaternaire, il y a entre 800 et 120 000 ans, de très grands glaciers occupaient le nord de l'Europe, si bien que la population de Zerinthia était répartie d'un côté au sud de l'Italie et de l'autre au niveau de la Grèce, avec impossibilité de s'en rencontrer. Les glaciers jouaient le rôle de ce que l'on nomme une barrière géographique. Comment expliquer l'apparition de deux espèces à partir d'une espèce ancestrale? On considère que l'espèce ancestrale isolée en deux ensembles distincts a évolué de façon indépendante de chaque côté par accumulation de mutations aléatoires, de création de gènes et autres mécanismes évolutifs, tant et si bien que lorsque la barrière géographique a disparu par fonte des glaciers, les deux espèces ont pu migrer sans pour autant se retrouver car devenues incompatibles l'une avec l'autre. Elles ont en particulier des organes génitaux différents. Le schéma présenté ici résume le cadre de la spéciation avec isolement géographique. Un autre exemple correspond à un cas de spéciation, mais cette fois-ci sans isolement géographique. Dans le lac de Cratère-Apoyo, situé en Amérique centrale, on connaît deux espèces de poissons appartenant au genre Amphilophus. Il s'agit de l'espèce Zaliosus, qui se nourrit au fond du lac, et de l'espèce Citrinellus, qui se nourrit en surface sur les bords du lac. Leur mode d'alimentation dépend de leur type de mâchoire. Le modèle de spéciation est le suivant. L'ancêtre d'Amphilophus était présenté par des individus ayant une mâchoire plus ou moins large, avec toutefois une prédominance des formes intermédiaires. Sous l'effet d'une raréfaction de la nourriture, ce qui constitue une pression de sélection, les individus avec une mâchoire étroite ont été favorisés pour se nourrir près du bord, alors que ceux qui avaient une mâchoire large étaient mieux adaptés au fond du lac. Les deux populations se sont séparées, l'une vivant en permanence sur les bords du lac et l'autre au fond, sans qu'il y ait pour autant de barrière géographique. Ces poissons ne se sont donc plus côtoyés et ont évolué chacun de leur côté jusqu'à être suffisamment différents pour constituer deux espèces différentes. Cette illustration montre comment l'accumulation de mutations au sein même d'une population entraîne l'apparition d'un groupe constitué d'une nouvelle espèce.